La séance est ouverte. Monsieur le ministre, nous avons décidé de vous auditionner pour avoir avec vous une discussion sur le fonctionnement des services publics, de l'organisation du travail pendant cette période de confinement et d'ailleurs aussi sur la manière dont vous voyez le déconfinement progressif à partir du 11 mai pour permettre de garantir à tous les agents de nos 3 fonctions publiques la sécurité sanitaire dans la reprise du travail, ou pour ceux qui travaillaient déjà, dans la reprise d'un travail plus collectif que dans le cadre du confinement. Nous devons tout d'abord saluer l'engagement des fonctionnaires, à commencer par les fonctionnaires hospitaliers, qui jouent un rôle majeur dans la lutte contre le fléau du Covid-19, parce que l'engagement des fonctionnaires est tout à fait déterminant pour surmonter cette crise, même s'il appartient à chaque citoyen, en respectant les gestes barrières et la règle du confinement, sauf dérogation, d'apporter chacun sa pierre à la régression de cette pandémie. Fonctionnaires des hôpitaux, fonctionnaires de la police, de la gendarmerie, de la sécurité civile, fonctionnaires des collectivités territoriales que nous n'aurons garde d'oublier, tant il est vrai que très concrètement, au jour le jour, ils jouent un rôle majeur également, et l'ensemble des agents publics, je pense aux tribunaux, je pense à tous les services publics essentiels qui doivent fonctionner dans la continuité malgré le confinement. Très peu d'agents publics ont fait valoir d'ailleurs leur droit de retrait, et je crois que c'est important de souligner que certains prennent des risques, que les conditions optimales ne sont pas toujours réalisables, notamment s'agissant du port des masques dans les conditions actuelles. Le gouvernement a publié des fiches explicatives pour accompagner les employeurs publics et organiser le basculement de l'activité vers le télétravail. Mais le télétravail, ça ne s'improvise pas. C'est toute une démarche. Ça doit s'intégrer à une organisation collective du travail et il va de soi que dans des circonstances aussi exceptionnelles, le télétravail s'est mis en œuvre à tâtons quand il a été possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce serait intéressant, si vous avez des éléments chiffrés d'ailleurs, de nous dire quel est le degré d'activité réelle des fonctionnaires français en prenant les 3 fonctions publiques pendant cette période, et comment on peut évaluer le travail accompli par télétravail aujourd'hui, d'autant que c'est souvent difficile pour des jeunes actifs de concilier l'accompagnement des enfants dans leur travail scolaire à domicile, leur accompagnement tout court et la poursuite d'une activité professionnelle. Face à une crise d'une telle ampleur, tout à fait inhabituel et même sans précédent, il y a un certain nombre de questions que nos 2 rapporteurs spécialisés dans ces questions de fonction publique vous poseront. Il s'agit de Mme Françoise Gatel, qui est présente ici, de M. Pierre-Yves Collombat, qui est relié par visioconférence, ainsi que d'ailleurs que tous les collègues de la commission des lois qui pouvaient se rendre disponibles pour cette audition. Mais la protection des agents publics est essentielle pour nous, parce qu'elle est aussi non seulement la condition de leur sécurité, mais la condition de la possibilité de poursuivre leur mission au service de nos concitoyens. La continuité des services publics, c'est son corollaire. Si les agents sont protégés, la continuité des services publics n'en sera que mieux assurée. Et puis la manière dont l'organisation du travail se prépare pour faire réussir le déconfinement. Qu'est-ce que c'est que le déconfinement, au fond? C'est la poursuite des mêmes objectifs de sécurité sanitaire que le confinement, mais par d'autres moyens. Est-ce qu'on aura mis à profit cette période qui aura duré de la mi-mars au 11 mai pour être prêt, à partir du 11 mai, à ce que la continuité de l'activité nationale, à commencer par celle des services publics, puisse être assurée autrement qu'elle ne l'a été pendant les dernières semaines. Voilà quelques éléments
que je livre à votre réflexion. Je vous propose de prendre la parole, comme c'est d'usage dans nos auditions, pour nous présenter la manière dont vous voyez les choses, au fond. Puis je donnerai la parole successivement à Françoise Gatel, à Pierre-Yves Collombat et à chacun de mes collègues qui la demanderont. Il est entendu que nous terminerons impérativement cette audition à 16h30. Donc je le dis pour demander à tous mes collègues d'être concis dans leurs questions. Au fond, nos auditions ne sont pas l'occasion de vous faire des déclarations, ce sont vos réponses que nous attendons, donc nous nous efforcerons d'être aussi précis et rigoureux dans nos questions que possible, de sorte que nous puissions vous libérer à 16h30. Voilà, Monsieur le Ministre, en vous remerciant encore de votre présence ici, ce que je voulais vous dire avant de vous donner la parole que je vous donne. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, quelques mots d'abord pour vous remercier de l'occasion que vous me donnez de présenter les principales mesures prises en matière de gestion de la fonction publique pendant cette crise sanitaire et d'aborder les enseignements que nous pouvons tirer de cette période. Vous dire aussi que je vous remercie pour un deuxième point, celui que vous avez souligné à la fin de votre propos. J'ai effectivement une contrainte de temps qui n'est pas de mon fait, mais l'Assemblée nationale se réunit à 17h pour examiner les conclusions positives, par ailleurs, de la commission mixte paritaire qui s'est réunie ce matin sur le projet de loi de finances rectificative. Et je devrais être au banc à 17h à l'Assemblée nationale avant de revenir d'ailleurs au Sénat pour le même exercice en soirée. Les mesures que nous avons prises ont plusieurs objectifs, j'y reviendrai, mais s'appliquent effectivement à l'ensemble des agents publics dont vous avez eu raison de saluer l'engagement, le professionnalisme et de souligner ainsi, comme nous avons eu l'occasion de le faire avec le Premier ministre, que souvent la solidarité, la cohésion, la disponibilité, l'intérêt général prennent des visages et que pendant la crise que nous traversons, les visages des agents publics sont aussi les visages de cette solidarité et de cette action du service public. Nous avons pris ces mesures dans le cadre plus large de toutes les mesures d'urgence prises par le gouvernement ou décidées par le législateur dans le cadre de la loi d'urgence que le Parlement a adoptée à la fin du mois de mars pour faire face à l'épidémie. Nous les avons aussi prises dans le cadre des attributions qui sont les nôtres avec le ministre de l'Action et des Comptes publics en matière de fonction publique, et en rappelant ainsi que le ministère n'est pas l'employeur de tous les agents de la fonction publique, et a fortiori des agents de la fonction publique territoriale ou hospitalière, mais en rappelant aussi que le ministre et moi-même avons avant tout une mission de coordination, d'impulsion et d'harmonisation des pratiques. Nous disposons pour ce faire la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, dont vous connaissez les missions de conseil en matière de gestion des ressources humaines, de proportionnalité des décisions, de préparation aussi des recrutements ou d'accès à la formation. Nous sommes aussi chargés, avec Gérald Darmanin, de veiller au respect de toutes les dispositions du statut général de la fonction publique, ainsi que de sa modernisation qui nous a réunis il y a quelques mois pour l'adoption de la loi du 6 août. Je le souligne car il faut rappeler que la DGAFP ne dispose pas d'un pouvoir de prescription, mais elle est plus dans un rôle de relais, un rôle qui consiste à expliciter, à préciser les textes législatifs et réglementaires. Peut-être que pour éclairer au mieux vos travaux, je vous propose de présenter les mesures que nous avons prises en 3 points qui sont autant de temps ou de points chronologiques. D'abord, les dispositions arrêtées dès la mise en place du confinement. Ensuite, celles que nous avons prises et les actions qui ont été menées pendant cette période de confinement. Et je terminerai par les chantiers qui restent ouverts, les pistes, les enseignements que nous pourrions tirer de cette période. En accord avec le Premier ministre, nous avons indiqué dès le début du confinement que le télétravail devait être la norme d'organisation de l'activité des services à chaque fois que cela était possible. Notre objectif était très simple et très clair, permettre à un maximum d'agents publics de rester à leur domicile et pour un temps long. Nous avons aussi prévu, intégré, la nécessité de prévoir des organisations qui permettent aux équipes les plus mobilisées d'être relevées à intervalles réguliers. Cette recommandation, pour faire du télétravail la norme, a été simultanée à la mise en œuvre des plans de continuité d'activité pour l'ensemble des ministères, plans de continuité qui ont été activés entre le samedi 14 et le lundi 16 mars 2020, selon les ministères. Ainsi, seuls les agents exerçant une fonction relevant d'un plan de continuité d'activité et ne pouvant exercer cette fonction en télétravail étaient invités à venir sur leur site de travail habituel. Les autres agents ont été invités à poursuivre leur activité en télétravail, avec une double particularité, le fait que le télétravail répond aujourd'hui, ou s'inscrit en tout cas, dans la mise en œuvre d'un décret de 2016,
que ce décret montre quelques limites que nous avions identifiées lors de l'examen de la loi de transformation de la fonction publique, ce qui nous amène actuellement à publier un nouveau décret d'application, qui, de manière peut-être étonnante, ou en tout cas c'est peut-être une forme de hasard de calendrier, apporte beaucoup de réponses aux difficultés rencontrées par les services pour la mise en œuvre du télétravail de manière ponctuelle, puisque c'était justement ce télétravail ponctuel que nous avions mis au cœur du décret et du texte que nous avons voté ensemble il y a maintenant quelques mois. Au-delà des agents ou autres les agents en télétravail, une part conséquente d'entre eux, soit qu'ils étaient confrontés ou qu'ils sont confrontés à l'absence de solution de garde d'enfants ou ne pouvant exercer leur fonction en télétravail alors que celle-ci ne relève pas d'un plan de continuité d'activité, donc une part considérable des agents a bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence. Cette procédure est une procédure protectrice puisqu'elle garantit la totalité de la rémunération des agents. Et nous avons par ailleurs indiqué aux collectivités territoriales qui avaient, pour certaines d'entre elles, précédemment délibéré pour le maintien du seul traitement indiciaire en période d'autorisation spéciale d'absence, qu'elles pourraient délibérer de manière rétroactive au 1er février pour pouvoir assurer le maintien de la totalité de la rémunération et ainsi rétablir le paiement de la part indemnitaire du traitement des agents. Nous avons aussi recommandé d'organiser le télétravail ou à défaut de placer en autorisation d'absence l'intégralité des agents souffrant ou ayant souffert d'une des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique, liste de pathologies utilisées pour définir les personnes dites vulnérables. Et nous avons ajouté à cette liste la situation des femmes dans leur 3e trimestre de grossesse par précaution. À ce stade, permettez-moi d'apporter 2 précisions. La première concerne le champ des agents concernés par ces recommandations. Il s'agit de tous les agents de la FPE, de la fonction publique d'État. Et les recommandations que j'évoque valent instruction interministérielle en la matière, tout en laissant le soin aux ministères employeurs d'arrêter les décisions concernant leur périmètre. Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, cela ne peut être que des recommandations dans le cadre de l'autonomie des collectivités locales et donc en respect du principe de libre administration. Nous avons aussi souhaité que les titulaires et les contractuels bénéficient des mêmes dispositions. Et vous aurez certainement remarqué que je n'ai pas évoqué la fonction publique hospitalière, puisque dans la période que nous connaissons, celle-ci s'organise de manière tout à fait spécifique, sans qu'il y ait de problématique de télétravail, d'autorisation spéciale d'absence, mais au contraire, une problématique de mobilisation intense, et même au-delà des effectifs habituels. La seconde précision est pour souligner que pour accompagner les collectivités territoriales dans le maintien des rémunérations et donc le maintien des emplois titulaires et contractuels des agents placés en autorisation spéciale d'absence, nous avons informé les représentants des associations d'élus locaux dès la fin du mois de mars, le 26 ou le 27 de mémoire, de la mise en place d'un dispositif de soutien pour permettre aux collectivités d'être accompagnées financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie pour une partie de la rémunération des agents contractuels et des agents à temps non complet travaillant pour un temps inférieur à 28 heures, placés en ASA pour garde d'enfants, mais aussi pour tous les agents, quel que soit leur statut, considérés comme vulnérables. Et j'ajoute qu'une ordonnance a été adoptée par le Conseil des ministres du 22 avril, donc hier, pour rendre explicite l'éligibilité au chômage partiel de structures comme les sociétés d'économie mixte, les SPL, les établissements publics industriels et commerciaux ou autres régies, notamment de remontées mécaniques, à condition, et c'est une condition importante, que ces structures ne disposent pas de recettes issues de dotations ou de subventions publiques leur garantissant le maintien de leurs ressources, puisque le dispositif d'activité partielle vise évidemment à consacrer des fonds publics aux employeurs qui manqueraient de ressources pour temporairement payer leurs salariés ou leurs agents. Pour conclure ce premier point sur la mise en place du confinement, je souhaite rappeler que les plans de continuité d'activité sont des outils utiles, mais dont la mise en œuvre est parfois complexe ou inégale. Les PCA, si vous me permettez cet acronyme, élaborés par chaque administration, conformément à la directive générale interministérielle relative à la planification de défense et de sécurité nationale du 11 juin 2015, directive qui s'inscrit elle-même dans le cadre de la jurisprudence fixée par l'arrêt du Conseil d'État dit Jamar du 7 février 1936, relève du pouvoir d'organisation du chef de service. Ces plans visent à assurer, en cas de circonstances exceptionnelles, le maintien des missions jugées fondamentales à la continuité du service public, tout en assurant un maximum de protection pour les agents amenés à poursuivre leur travail. Il s'agit donc de prévoir une stratégie de continuité pour l'organisation concernée, afin d'assurer que les services vitaux maintiennent en permanence leurs activités à un minimum socialement acceptable. Les PCA prévoient notamment la liste des postes indispensables au maintien de l'activité ou du service en mode de fonctionnement dégradé et identifient donc, par ce biais, les agents aptes à les occuper et leurs conditions d'emploi,
en présentiel ou en télétravail. En cas de crise sanitaire, comme nous connaissons, le principe de continuité du service public pour les missions indispensables implique alors, pour le chef de service, d'adapter l'organisation du travail compte tenu des circonstances. Il vise à déterminer notamment les fonctions et les agents devant être impérativement présents physiquement et les mesures, les moyens, les consignes dites barrières mises en œuvre pour assurer leur sécurité. Sur ce point particulier des préconisations sanitaires, il convient de souligner que la DGAFP ne dispose pas dans son organisation de services de médecine de travail. Les recommandations qu'elle peut être amenée à formuler sous notre autorité sont donc systématiquement issues des services du ministère de la Santé. La DGAFP a donc diffusé des consignes sanitaires édictées par la Direction générale de la santé et la cellule de crise sanitaire, et le secrétariat général à la Défense et à la Sécurité nationale a par ailleurs organisé plusieurs réunions qui ont permis de s'assurer de la cohérence des doctrines de prévention à destination des salariés du privé et des agents publics. En l'espèce, les recommandations des autorités sanitaires ont évolué en faveur du placement en quatorzaine de tous les agents ayant été en contact étroit et prolongé avec une personne infectée, position qui a été reprise dans un document questions-réponses diffusé le 31 mars. De même, lorsque la cellule interministérielle de crise a précisé la conduite à tenir pour les administrations qui travaillent en plan de continuité d'activité, les cas contacts pouvant, le cas échéant, travailler à condition de surveiller leurs symptômes et de porter un masque, cette information a été diffusée au DRH ministériel le 7 avril par la DGAFP après qu'elle ait été dictée par la cellule interministérielle de crise. Il faut aussi préciser, et c'est peut-être un premier enseignement, qu'il n'existe pas de critères légaux ou réglementaires définissant ce que recouvre la notion de mission jugée indispensable, ni le périmètre des services publics indispensables. Il faut aussi rappeler que ce pouvoir d'organisation du chef de service, en cas de crise sanitaire, s'exerce sous le contrôle du juge, qui pourra être amené à effectuer un contrôle de proportionnalité des mesures prises par rapport à un éventuel danger encouru par les personnels. Et en cas de contestation, en cas de procédure, le juge réalisera un contrôle in concreto au regard de l'objectif et du but poursuivi par l'administration, c'est-à-dire la conciliation de la continuité du service public avec l'impératif de sauvegarde de la santé publique, et en vérifiant que les mesures motivées par l'urgence sont nécessaires et proportionnées. Ce double rappel me permet de préciser 2 points. Le premier pour souligner qu'en l'absence de PCA, cela arrive, puisque notamment pour des employeurs de petite taille avec un effectif réduit, les PCA n'ont pas toujours été mises en œuvre ni édictées. L'autorité administrative garde la possibilité de fixer les conditions nécessaires au fonctionnement minimal des services. Et la seconde précision, pour rappeler que ces conditions peuvent être réévaluées à tout moment et que cela donne donc la possibilité de réviser le contenu d'un PCA en période de crise, soit en respectant les formes liées à l'élaboration d'un PCA, et la directive générale que j'ai citée évoque le dialogue social à cette occasion, soit parce que le chef de service, confronté à la crise et à l'urgence, modifie les dispositions qu'il prend pour garantir le bon fonctionnement des services. J'ajoute enfin que pour ce qui concerne les collectivités locales, le ministère de la Cohésion des Territoires a par ailleurs publié des recommandations établissant une liste indicative des services considérés comme essentiels, tels que l'état civil, les bains-douches ou encore la collecte des ordures ménagères, mais la liste n'est évidemment pas exhaustive. Le second point que je souhaite évoquer devant vous concerne les mesures prises depuis le début de la période de confinement et sous le régime de l'état d'urgence sanitaire tel qu'il a été défini avec votre concours par la loi du 23 juin dernier. Je distingue 3 catégories dans les mesures que nous avons prises depuis, les mesures ou les actions mises en œuvre. La première relève du dialogue social et d'une nécessité accrue pendant une telle période d'échange d'informations. C'est la raison pour laquelle j'organise chaque semaine depuis le début du confinement 3 réunions spécifiques. Une réunion avec les directeurs des ressources humaines de chacun des ministères. Une seconde réunion avec les 9 organisations syndicales représentatives de la fonction publique. Et enfin une 3e réunion avec les employeurs territoriaux de la fonction publique territoriale, représentés par les 8 principales associations d'élus, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, celui du CNFPT et celui de la Fédération nationale des centres de gestion. C'est à chaque fois une occasion de partager des difficultés, mais aussi d'ouvrir des concertations informelles sur les mesures prises en urgence. Comme le prévoyait la loi, nous avons aussi permis la tenue de manière dématérialisée des instances de dialogue social, nous pensons évidemment au CHSCT, par l'ordonnance du 27 mars 2020, qui adapte le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales, et ce sans préjudice des règles de droit commun relatives aux compétences et au fonctionnement de ces instances. Une fiche de la DGAFP, vous les avez évoquées, a précisé les conditions matérielles d'organisation de ces réunions pour accompagner la mise en œuvre de cette possibilité par l'ensemble des employeurs.
La seconde catégorie de mesures que nous avons prises relève du rappel du droit. En un mot, la situation dans laquelle nous sommes est inédite et nous avons été énormément sollicités par les différents ministères, par les employeurs territoriaux et les organisations syndicales sur des questions de dérogation aux règles habituelles du temps de travail, de gestion des congés, les caractéristiques des autorisations spéciales d'absence ou encore les conditions d'exercice d'un éventuel droit de retrait. Les sujets ont été nombreux et divers et la DGAFP a, dans ce cadre et sous mon autorité, diffusé aux partenaires du dialogue social et rendu public des fiches rappelant l'état du droit ainsi que des instructions des vade-mecum permettant d'expliciter ou de recommander des conditions de mise en œuvre optimales. Mon cabinet tient évidemment ces documents à la disposition de votre commission. J'ajoute que plusieurs documents de type foire aux questions, documents questions-réponses ont aussi été publiés, que nous allons poursuivre d'ailleurs en la matière au sujet de l'ordonnance relative au congé. Enfin, les troisième catégories de mesures mises en œuvre pendant cette période, des textes nouveaux ont été publiés ou décidés concernant la fonction publique dans cette période d'état d'urgence. 2 ordonnances ont été publiées dès le 27 mars dernier. L'une relative à l'organisation des examens et des concours. Elle a donné lieu à un décret le 16 avril dernier pour les concours de la fonction publique d'État. Et un arrêté a d'ores et déjà été publié ce mardi 21 avril pour ce qui concerne plus particulièrement les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration pour en déterminer les modalités avant que nous puissions en fixer la date dans le cadre de la période dite de déconfinement. C'est un point qui est important, la question des concours, car le confinement est intervenu à un moment de l'année au cours duquel sont généralement organisés beaucoup de concours. Et donc nous voulons veiller à ce que les concours débutés puissent aller à leur terme, que les concours annulés soient reportés et que simultanément soient garanties les possibilités de recrutement. C'est ce dernier point qui explique la possibilité ouverte de recruter des candidats inscrits en liste complémentaire pour pallier une éventuelle difficulté de recrutement si les concours devaient être organisés beaucoup plus tardivement que prévu et ainsi aider les ministères à continuer à fonctionner. La seconde ordonnance du 27 mars adapte le droit applicable aux instances de dialogue social, je l'ai évoqué il y a un instant. Depuis, d'autres ordonnances ont été publiées et concernent la fonction publique. Une ordonnance vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et établissements publics locaux. Elle a été publiée le 1er avril dernier. Et nous avons publié une ordonnance relative aux jours de réduction du temps de travail et des congés dans la fonction publique de l'État comme dans la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire le 16 avril dernier. Un arrêté va compléter le dispositif pour déplafonner les comptes épargne-temps en termes de flux en 2020 et de manière un peu plus pérenne pour le stock. L'objectif étant essentiellement de permettre d'inscrire sur les comptes épargne-temps les reliquats de congés acquis au titre de l'année 2019 et qui n'auraient pas été pris à la date butoir jusqu'à laquelle les agents publics peuvent faire valoir ces droits à congés. Il y a évidemment d'autres dispositions qui concernent la fonction publique en cours de préparation, dans le cadre de vecteurs plus larges, ordonnances ou projets de loi, pour répondre à des problématiques identifiées et beaucoup plus spécifiques. S'agissant des décrets, nous avons publié un premier décret le 7 avril dernier relatif à la prise en charge des repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état d'urgence pour pallier les fermetures de cantines ou restaurants administratifs. Nous avons aussi publié un décret le 9 avril dernier relatif à la prolongation exceptionnelle de la durée maximale d'occupation des emplois de direction de l'État, de manière à permettre le maintien dans l'emploi d'agents qui occupent des emplois de direction dont le renouvellement aurait dû intervenir pendant cette période d'état d'urgence et ainsi ne pas contraindre les ministères à organiser des processus de recrutement en période de confinement ou d'état d'urgence. Il y a évidemment des textes plus généraux qui ont impacté la fonction publique, qui ont concerné la fonction publique. La loi du 23 mars 2020 a permis la suspension du dispositif du jour de carence. L'ordonnance du 25 mars relative à la prorogation de délais concerne évidemment des outils et des instruments de la fonction publique, tout comme celle du 1er avril 2020 relative aux conditions d'exercice des missions de service de santé du travail. Cette crise et son caractère inédit, évidemment, ne s'arrêtent pas pour ce qui concerne la fonction publique aux dispositions que j'ai évoquées. Plusieurs chantiers sont encore ouverts. Et pour conclure, je souhaite sur ce troisième et dernier point les citer rapidement. Le premier chantier est celui de la reconnaissance de l'État et de la collectivité dans son ensemble pour les agents mobilisés. Il s'agit donc de mettre en œuvre les engagements pris par le Président de la République. Le second projet de loi de finances rectificative pour 2020, que votre Assemblée a adopté tard cette nuit, rend possible le versement d'une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de cotisations sociales aux agents publics. Il faut le souligner puisque ceci était jusqu'alors exclu du champ de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat créée par la loi de décembre 2018 et reconduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Je précise que le dispositif adopté en loi de finances rectificative ne concerne que la période que nous vivons et n'a pas vocation, en l'état du droit, à être pérenne. Les modalités de cette prime seront précisées par décret dans les jours qui viennent, avec des modalités particulières pour chaque versant, en fonction du surcroît d'activité des agents, puisque nous considérons que la situation n'est effectivement pas la même en fonction des métiers concernés ou de la situation administrative des agents. Nous voulons valoriser les agents ayant une implication forte, se traduisant par un surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail. Pour la fonction publique d'État, cette prime sera d'un montant maximal de 1 000 €, exonéré, je l'ai dit, fractionnable en 3/3. Pour la fonction publique territoriale et en application du principe de libre administration, les collectivités pourront décider librement de verser ou non une prime plafonnée à 1 000 €, modulable dans son montant aux agents qu'elles auront identifiés elles-mêmes. Cette prime sera aussi exonérée d'impôts et de cotisations. Et enfin, pour la fonction publique hospitalière, les heures supplémentaires seront payées et majorées, alors que généralement elles sont passées en CET ou demandées à être récupérées. Et une prime d'un montant différencié selon le niveau d'exposition au virus des départements et des établissements sera attribuée au personnel soignant et non soignant. Le ministère des Solidarités et de la Santé est chargé de cette concertation, notamment pour ce qui concerne le champ médico-social. Je pense aux EHPAD et aux établissements accueillant des personnes en situation de handicap, car la diversité des employeurs nécessite une concertation un peu plus approfondie pour arrêter les modalités de reconnaissance des agents concernés. Nous devons aussi continuer à travailler sur les questions relatives aux demandes, au pluriel, de reconnaissance du coronavirus comme maladie professionnelle, au calendrier des concours que j'ai évoqué, aux conditions de titularisation, lorsque celles-ci sont soumises à une formation ou à une période de stage qui serait interrompue ou contrariée par la période que nous connaissons. Il faudra aussi, je crois, que nous ayons une réflexion peut-être à plus long terme et nécessitant un peu plus de temps sur la question des plans de continuité d'activité, puisque j'ai indiqué le caractère parfois inégal et complexe de la mise en œuvre, et vous avez noté très certainement qu'il n'y avait pas, au-delà de la directive générale interministérielle que j'ai évoquée, d'assises en droit à la définition des services considérés comme fondamentaux ou essentiels. Je m'arrête là, Monsieur le Président. Un dernier mot peut-être pour répondre à votre interpellation avant de laisser le débat s'installer sur les questions de déconfinement, pour reprendre cette expression. Notre objectif est aussi simple que possible, si je peux l'exprimer ainsi. Attendre, évidemment, participer puis attendre les arbitrages qui seront rendus sur le plan de déconfinement en général, veiller à ce que chaque ministère soit en capacité d'appliquer son plan ministériel de déconfinement et de le faire dans des conditions de travail, des conditions de protection pour les agents, qui soient des conditions respectueuses des doctrines qui sont ou seront élaborées, tant par le secrétariat général à la Défense et à la Sécurité nationale, la Direction générale de la santé et la cellule interministérielle de crise, puisque, comme je disais en la matière, nous faisons un travail de relais des doctrines qui sont ainsi établies, de relais, de formation, de sensibilisation, notre direction et notre ministère n'ayant pas la compétence en matière sanitaire pour prendre de telles décisions, en tout cas définir de telles préconisations. Je m'arrête là, Monsieur le Président, en espérant avoir répondu au moins à une partie des questions que vous avez abordées dans votre propos liminaire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de ce panorama très complet. J'ai une question très technique et sans doute simple. Vous avez évoqué les autorisations d'absence spéciales. J'ai vu dans un certain nombre d'administrations que l'on demandait aux agents autorisés à être absents de prendre quelques jours de congé ou de consommer quelques jours de réduction du temps de travail, ou les deux. Est-ce que les agents qui sont en télétravail sont considérés comme des agents absents, ce qui impliquerait que ces prélèvements sur les congés et sur le compte de réduction de temps de travail leur sont appliqués, ou est-ce qu'ils sont considérés comme présents? Je suppose qu'ils sont considérés comme présents, mais je voulais m'en assurer. La situation administrative des agents en télétravail est une situation d'activité. Et donc un agent en télétravail est rémunéré à 100%, il dispose de congés payés, en tout cas son temps de travail génère des jours de congés payés et, le cas échéant, génère des jours de RTT. Les agents en autorisation spéciale d'absence sont considérés comme dispensés d'être présents au travail. Ils peuvent être appelés à tout moment. Leur traitement est maintenu à 100%. Ils continuent à acquérir des jours de congés payés, en tout cas à les valider, si vous me permettez cette expression incorrecte. Par contre, les périodes d'autorisation spéciale d'absence se traduisent par une diminution du nombre de jours de RTT lorsque celui-ci est fixé à l'année. Et pour dire les choses de manière inversée, les périodes d'ASA ne génèrent pas de jours de RTT comme les périodes travaillées.
il y a un certain nombre d'employeurs publics, notamment dans la fonction publique territoriale, qui ont pris l'initiative de demander aux agents, quelle que soit leur situation administrative, et de manière très différenciée, de prendre des jours de congé ou de RTT. L'ordonnance que nous avons adoptée lors du Conseil des ministres du 15 avril distingue les deux cas, entre les agents en autorisation spéciale d'absence et les agents en télétravail. Pour les agents en autorisation spéciale d'absence, quel que soit le motif de l'ASA, que ce soit un motif de garde d'enfant ou de l'impossibilité d'être en télétravail alors que le service est fermé car il n'était pas considéré comme essentiel. L'ordonnance prévoit que l'employeur, donc l'État pour la fonction publique d'État et chaque collectivité, si elle le souhaite, toujours dans ce respect de l'autonomie, peut imposer de manière rétroactive le décompte de 5 jours de RTT au titre de la période allant du 15 mars, début du confinement, jusqu'à la publication de l'ordonnance au 16 avril au matin. Et le même employeur peut imposer aux agents en autorisation spéciale d'absence 5 jours soit de congés payés, soit de RTT, pour la période entre le 16 avril et la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce sont des RTT en rétroactif et des congés ou des RTT dans la période qui s'ouvre, car le droit ne nous autorisait pas à imposer un décompte de congés annuels de manière rétroactive, contrairement aux jours de RTT. Pour les agents qui sont en télétravail, depuis le début de la période de confinement, il n'y a aucune mesure rétroactive. Par contre, à partir du 16 avril, les employeurs peuvent imposer aux agents en télétravail la prise de 5 jours de congé ou de RTT dans la période qui s'ouvre, à condition que ce soit de véritables congés, c'est-à-dire que l'agent en télétravail soit véritablement en congé et qu'on ne le sollicite pas pour des visioconférences, des audioconférences ou des travaux à faire pendant cette période. Et j'ajoute que pour ce qui concerne les agents en ASA, ce total de 5 jours plus 5 jours, donc 10 au total, est proratisable en fonction de la réalité du temps passé en ASA. On peut imaginer, pour des raisons d'organisation, que sur 2 mois de période d'urgence, si nous arrêtions à 2 mois, l'agent est passé 1 mois en ASA et 1 mois au travail, et donc il n'est pas question de lui imposer 10 jours, mais 5, pour tenir compte de sa présence proratisée et de son absence proratisée. Et pour les agents qui sont en télétravail, c'est une possibilité qui est donnée aux employeurs et aux chefs de service, puisqu'on peut aussi considérer que des agents en télétravail occupent des fonctions tout à fait essentielles, tout à fait importantes pour le fonctionnement de l'administration, et qu'il ne soit pas opportun de leur demander de prendre des congés. Et donc c'est non seulement proratisable, mais c'est modulable pour permettre aux services de maintenir en activité, à distance, des agents qui leur sont tout à fait utiles. La volonté que nous avons avec cette ordonnance est de converger avec ce qui a été fait dans le secteur privé, sur des modalités un tout petit peu différentes, mais un objectif qui reste le même, et donc d'amener à ce que soit utilisé, consommé, le terme peut être retenu aussi, des jours de congés payés ou de RTT, et ainsi d'anticiper, de faciliter la reprise de l'activité, indépendamment de considérations économiques, à la fois pour les entreprises privées, mais aussi d'une certaine manière, même si le lien est moins direct, pour les employeurs publics. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Françoise Gatel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de votre présentation. Mes questions viendront en complément de l'information que vous nous avez faite. De manière générale, comme l'a fait le Président, je voudrais saluer l'engagement de tous les fonctionnaires, de la fonction publique, de la fonction territoriale, puisque avec mon collègue Pierre-Yves Colomba, nous auditionnons depuis déjà maintenant 2 semaines un certain nombre soit d'institutions, soit de services déconcentrés de l'État et d'élus. Donc je veux saluer la réactivité et l'appui qui est apporté notamment aux employeurs territoriaux au travers des FAC, parce que la situation est parfois compliquée. Alors je voudrais poser des questions sur 3 points. Le premier point concerne la gestion de la crise sanitaire. Le deuxième, la gestion des agents publics. Et enfin, le troisième est celui du confinement. Ici, on a un petit peu de temps pour en parler, parce que je crois que ce qui nous a manqué aux uns aux autres, mais ça n'est pas un reproche, il a fallu faire preuve de réactivité, d'agilité, de vélocité. Les collectivités territoriales l'ont fait, mais de préparation et d'anticipation, cela a été difficile, et peut-être que nous pouvons tirer cette leçon pour la phase de déconfinement. Donc sur la gestion de la crise sanitaire, vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, au niveau de l'État, la cellule interministérielle de crise. Donc ce que je constate au travers des auditions que nous avons faites, c'est que l'action de l'État déconcentré est un peu éparpillée, je vais dire.
chez plusieurs acteurs. Donc je pense naturellement aux préfets, je pense aux ARS, je pense au rectorat et je pense au DRFIP. Et on a l'impression que chacun dans sa compétence peut exceller, mais qu'en période de crise, il y a nécessité d'avoir une sorte de task force avec un commandement unique, et qu'il y a parfois des petites difficultés qui naissent de cette autonomie de service de l'État. Donc, pensez-vous qu'il serait opportun de créer un niveau territorial? Alors aujourd'hui, nous, on voit l'importance du niveau départemental sur cette crise sanitaire, une sorte de task force qui amènerait à mettre sous l'autorité fonctionnelle du préfet l'ensemble des agents de l'administration déconcentrée. Deuxième point, on a vu dans des départements des préfets s'entourer d'expertises particulières qui étaient nécessaires pour la gestion de crise. Ça peut être un magistrat financier, des anciens préfets à titre bénévole, qui vraiment apportent une compétence pluridisciplinaire intéressante. Est-ce qu'on peut encourager, sécuriser ce type de démarche? Et cela m'amène à vous poser une question sur les plans de continuité d'activité. Ceux-ci ont été élaborés très souvent pour faire face à des catastrophes naturelles et pas des catastrophes sanitaires. C'est d'une autre nature. Ainsi, pendant une catastrophe sanitaire, la tonte de pelouse ou l'entretien des équipements sportifs peut être extrêmement nécessaire. Deuxièmement, ils sont souvent faits en silo. Et on voit bien que la collectivité peut avoir un PCA, la préfecture peut en avoir un, plusieurs services peuvent en avoir un, et qu'à un moment, dans une crise, il faut être disruptif et surtout éviter le silo et réagir en écosystème. Donc, comment peut-on aborder ce sujet un peu compliqué? Je poursuis rapidement avec mes questions. Le deuxième point concerne la gestion des agents publics. Alors, vous avez évoqué l'accélération du recours au télétravail. Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Et permettez-moi, d'une manière qui n'est pas taquine, mais qui est une curiosité professionnelle, je vais dire, comment explique-t-on le retard qui a été pris dans la publication du décret sur l'organisation du télétravail ponctuel, qui était prévu par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019? Je ne reviendrai pas sur les autorisations spéciales d'absence et les congés, puisque le président en a parlé. Une question importante, c'est celle du dialogue social en période de crise sanitaire, tant au niveau national que local. Alors, les syndicats que nous avons auditionnés ont reconnu l'intérêt de la réunion hebdomadaire que vous organisiez avec eux. Toutefois, ils indiquent qu'il s'agit là plus d'une réunion d'information que de concertation, mais la crise oblige parfois à ça. Toutefois, comment allez-vous renouer d'une manière précise et plus intense ce dialogue social lorsque l'on va sortir du confinement, et je pense notamment à l'ouverture progressive des écoles? L'autre question porte sur la prime qu'il est possible d'accorder. Donc, vous avez mentionné la parution du décret. Comment, dans la fonction publique d'État, où vous avez envisagé d'octroyer la prime à 400 000 agents, comment allez-vous les sélectionner? Sur quel métier? Et sur le versant territorial, je pense qu'il sera intéressant de ne pas laisser les élus seuls, même si cela relève de leur responsabilité, mais de donner quelques éléments d'appréciation, me semble-t-il. Et comment, dans cette période particulière, allez-vous traiter la question des heures supplémentaires, notamment dans la fonction hospitalière, alors qu'on a des agents remarquables, et il en est de même pour les forces de l'ordre? Le retard pris dans la publication des décrets de cette loi, justement, d'août 2019, est-ce que ça soulève des difficultés? Je pense à la titularisation, etc. Et enfin, le dernier volet de questions pour moi traite du déconfinement. Donc, le président de la République a annoncé notamment la réouverture progressive des écoles. C'est un vrai sujet. Alors, il y a tout un dialogue au niveau de l'éducation nationale avec le personnel enseignant, mais il ne peut pas y avoir de réouverture progressive des écoles sans réouverture des services publics, que sont d'abord les transports, que sont également tous les services périscolaires.
Je parle de cantines, je parle de garderies, de centres de loisirs sans hébergement. Et alors, il y a une question qui ne relève pas sans doute de votre champ de compétences, mais qui est une curiosité générale, c'est comment va-t-on justifier l'éventuelle réouverture de cantines et le maintien de fermeture des restaurants. Une question très importante sur la protection des agents, puisque les élus locaux vont devoir mobiliser des agents, quelles vont être les préconisations sanitaires qui vont être données. Nous souhaitons qu'il y en ait pour protéger les maires et les présidents de département et de région pour les collèges et les lycées. Et comment comptez-vous appuyer aussi les élus locaux sur la mise en place des équipements qui sont nécessaires? Et enfin, les médecins de prévention sont-ils habilités à réaliser des tests de dépistage, qui est une vraie question, notamment pour le personnel dans les écoles qui sera en contact avec les enfants? Voilà la série de questions que j'avais à vous poser, Monsieur le ministre. Je vous remercie. À Monsieur Pierre-Yves Colomba de bien vouloir nous rejoindre. Il est présent et nous l'avons même à l'image. Chers collègues, je vous salue et vous avez la parole pour poser quelques questions au ministre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Avant de vous poser mes questions que j'ai regroupées sous une série de 3 rubriques, je voudrais abonder dans le sens de ma collègue pour dire que nous avons de plus en plus le sentiment de la nécessité d'une réorganisation spécifique du commandement, puisqu'on est en guerre, durant justement ces situations de crise. L'organisation française qui déjà pêche par le manque de coordination en situation normale devient évidemment très difficile en situation de crise. Alors, mes questions, première rubrique, disons l'état de la situation, c'est-à-dire connaissez-vous le nombre d'agents publics qui ont été contaminés par le virus? Est-ce que c'est en progression ou est-ce que c'est stationnaire ou est-ce que ça a régressé? Et en même temps, où en est-on de la distribution, en tout cas, de l'équipement de ces personnels, notamment les plus exposés? Alors, il a semblé qu'au moins au début, c'était le système D qui avait prévalu. Est-ce que la situation s'est améliorée? Et si vous pouviez nous dire assez précisément comment cette amélioration a été réalisée et où on en est, ça nous intéresserait beaucoup. La deuxième rubrique que je voudrais aborder avec vous, vous en avez parlé, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose concernant les problèmes de la continuité du service public. Première chose, vous l'avez un petit peu évoqué, eh bien, il apparaît à l'usage que la définition de service jugé indispensable doit être revue, en tout cas, en fonction des nécessités locales. Par exemple, on nous indique généralement, au niveau du contrôle de légalité concernant l'urbanisme, on l'avait considéré que ce n'était pas indispensable, le maintien de l'ouverture de ce service, alors que dans beaucoup d'endroits, ne pas pouvoir exercer ce contrôle signifie l'arrêt de la construction, et donc ça a un impact notamment économique, et pas seulement, mais un impact économique qui est tout à fait fort. Autre aspect de la question, on parle de la continuité du service public, mais on s'est aperçu que le problème, ce n'était pas seulement de permettre au service de fonctionner, mais c'était aussi que les usagers, que les citoyens puissent y accéder. Or, ce n'est pas toujours le cas, et loin de ça, loin de là. C'est que souvent, on s'aperçoit que c'est très difficile pour accéder, donc pour joindre les services qui, certes, travaillent,
Mais apparemment, ils travaillent en vase clos, sans communication avec l'extérieur, ou alors avec beaucoup de difficultés. Et dernier point, d'une toute autre nature que vous avez évoqué, c'est notamment les concours, donc de la fonction publique. Un point spécifique, parce que bon, c'est une question qui m'intéresse, puisque j'ai fait un rapport là-dessus, l'ENA. Est-ce qu'il est envisagé de modifier le calendrier du concours de l'ENA, puisqu'apparemment, sauf lecture un peu hâtive des derniers textes, c'est le seul concours de recrutement pour lequel on n'a pas eu d'informations sur les évolutions possibles. Et question que je voudrais vous poser aussi, qu'en est-il de la mise en œuvre des préconisations du rapport Thiriet? Entendez-vous le mettre en œuvre? Selon de quelle manière? Jusqu'où? Je serais intéressé de savoir quel est l'état de la réflexion et de l'action concernant cette question qui a quand même son importance. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Le ministre va maintenant répondre à vos questions ainsi qu'à celles de Madame Gatel. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure et Monsieur le rapporteur. Quelques mots. D'abord, un préalable pour souligner que beaucoup de vos questions renvoient finalement à une double difficulté. La première difficulté tient, mais j'y reviendrai, à la définition et à l'assise juridique de la question des PCA, d'une part, mais aussi au rôle qui est celui du ministère de l'Action et des Comptes Publics pour ce qui concerne la fonction publique, en termes de coordination, d'impulsion, mais sans que nous nous substituions aux ministères employeurs. J'y reviendrai pour un certain nombre de questions. La deuxième difficulté tient au fait que nous sommes, et c'est la logique de travail du gouvernement, dans une attitude, en tout cas un positionnement qui nous amène à traiter des sujets d'urgence aujourd'hui et à inscrire la question du déconfinement et donc de son accompagnement dans les orientations et les arbitrages que le Premier ministre rendra très rapidement, très prochainement, pardonnez-moi, sur la base des contributions de chaque ministère, puisque nous avons tous été appelés à indiquer comment nous envisagions, d'un point de vue très formel, le déconfinement et que ça nécessite un travail de coordination interministérielle. Sur les différents points que vous avez évoqués, je voudrais commencer par la question du télétravail. Le télétravail est encadré par, en tout cas la mise en œuvre du télétravail est encadrée par un décret de 2016 qui est un décret utile puisqu'il a permis un développement du télétravail dans la fonction publique, mais dont nous avions vu ensemble il y a quelques mois qu'il présentait des limites, et notamment l'impossibilité, en tout cas le fait de ne pas prévoir une mise en œuvre de télétravail ponctuel. Le décret qui sera prochainement publié au journal officiel prévoit d'encadrer le télétravail ponctuel et donc va répondre à beaucoup de difficultés. Ce décret a été vu, et d'ailleurs avec un avis favorable, du Conseil commun de la fonction publique le 31 janvier de cette année. Et donc nous n'avons pas de retard dans la préparation des textes d'application de la loi de transformation de la fonction publique. Il a été examiné par le Conseil d'État qui nous a rendu son avis il y a quelques jours. Et le Conseil d'État a été extrêmement sollicité dans cette période, tant sur la question des retraites que sur la question des ordonnances et de tous les autres textes qui ont été pris dans cette période-là. Et j'imagine, sans être dans le secret de leurs travaux, que l'accumulation de textes inscrits à leur ordre du jour justifie aussi et explique le délai qu'il a fallu pour que nous puissions publier ce texte. Aujourd'hui, ce texte est au contreseing, et donc sa publication est une question de jour qui nous permettra donc d'encadrer et de mieux accompagner la mise en œuvre de télétravail dans les semaines et les mois qui viennent pour la période que nous vivons, et si par malheur, si vous me permettez aussi cette expression, nous devions connaître une nouvelle période de confinement. Mais au-delà des textes, cette période est aussi riche d'enseignements pour le télétravail sur des conditions très matérielles. Souvent, les agents publics souhaitant télétravailler se sont heurtés à deux difficultés. La première, qui est extrêmement compréhensible, tient à la sensibilité des données manipulées. Il y a un certain nombre d'activités, de tâches qui ne peuvent faire l'objet de télétravail car les logiciels de gestion des payes, les logiciels utilisés par Tracfin pour rester dans le champ du ministère qui est le mien, sont extrêmement difficiles à exporter et pour des questions de sécurité, nous tenons à ce que les agents puissent travailler dans un environnement totalement sécurisé. La deuxième difficulté qui est plus fréquente tient à l'équipement, puisque
pour pouvoir être en télétravail, il faut être équipé d'un micro-ordinateur portable, d'un téléphone tout aussi portable. Beaucoup d'agents le sont, certains, il faut le souligner. Aujourd'hui, télétravail avec des matériels et des équipements personnels. Il faut aussi le vivre comme un signe de très grande bonne volonté de leur part que de rester en activité malgré l'absence d'équipement portable. Et donc je pense que cette période va à la fois convaincre ceux qui est encore réticents de l'utilité de ce type d'équipement et va peut-être aussi souligner à la fois la possibilité d'être en télétravail sur des tâches que nous n'imaginions pas comme étant possibles à distance il y a encore quelques semaines, et dans le même temps souligner le fait que le télétravail doit s'accompagner d'un certain nombre d'éléments qui garantissent la collégialité, la cohésion des équipes et la bonne coordination, y compris en termes de présence. Deuxième point évoqué par Madame Gatel, la question du dialogue social. Les réunions que j'organise chaque semaine ne sont pas des réunions d'instance. Il s'agit de concertation, de prise d'avis, d'information aussi, et elles ont un caractère informel que nous soulignons. L'ordonnance du 27 mars nous permet désormais la tenue d'instances dématérialisées sans préjudice pour les compétences des dites instances, donc nous allons les mettre en œuvre. Et j'ai indiqué, pas plus tard que ce matin aux organisations syndicales, la volonté qui est la mienne de réunir le comité commun hygiène et sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique d'État dans les prochains jours et les prochaines semaines pour un premier bilan, et la dématérialisation possible de cette instance nous permettra de le faire. Et enfin, nous avons un agenda social qui est évidemment perturbé par cette période de confinement et d'état d'urgence. Nous l'avons remanié, réadapté en termes calendaires, et nous allons procéder à un nouvel aménagement pour tenir compte des directives qui seront celles du Premier ministre en matière de déconfinement. Mais il est bien évident qu'il faut continuer à travailler sur un grand nombre des sujets qui étaient ouverts. Sur la question des primes, nous avons, dans le projet de décret, qui n'est pas encore sorti puisqu'il est vraiment à l'écriture, souhaité que le critère d'attribution des primes soit un surcroît objectivable et quantifiable d'activité pendant la période de confinement. Et cela rejoint une des difficultés que j'évoquais au début de mon propos. Nous laissons le soin aux ministères employeurs de déterminer quels sont en leur sein les agents qui ont fait, dont on peut prouver qu'ils ont connu un surcroît objectivable et quantifiable d'activité pendant la période. Le chiffre de 400 000 que nous avons indiqué comme une prévision n'est pas une prévision que nous avons établie seule, c'est une prévision sur la base des premières remontées des différents ministères que nous avons consultés avant l'annonce des arbitrages sur le niveau et l'objectif des primes. Et sur la fonction publique territoriale, j'ai indiqué aux responsables d'associations d'élus que je rencontre, en tout cas j'entends régulièrement, que l'État partagerait avec eux la doctrine qui sera la sienne, les positionnements qui seront les siens, sans aucune volonté de les imposer évidemment, mais à titre d'exemple. Par contre, le fait de mettre en place une prime exonérée d'impôts, de cotisations, à la main, si on peut parler trivialement, de l'Assemblée délibérante, et modulable dans la limite d'un plafond de 1 000 €, tout en précisant, ce que je n'ai pas fait précédemment, que cette possibilité de verser la prime est totalement déconnectée du déploiement ou non du RIFSEP par la collectivité sur ces cadres d'emploi, cela répond exactement et intégralement aux demandes que les associations d'élus avaient transmises et qu'elles m'avaient fait connaître dans le cadre de la préparation et des discussions préalables aux annonces de la semaine dernière. Vous avez évoqué les décrets sur la loi de transformation de la fonction publique. Je veux vous rassurer en disant que d'autres décrets vont encore être publiés, parce que certains sont encore au Conseil d'État. Cette semaine a été publié celui sur la position normale d'activité. J'ai signé hier ou ce matin celui sur les plans d'égalité professionnelle, au fur et à mesure où ces décrets sortent du Conseil d'État. Et pour tout ce qui concerne les mesures applicables en 2020, l'intégralité des textes ont été vus par les instances et donc seront publiés ou ont été publiés. Et nous avons d'autres textes applicables en 2021 qui seront l'objet de concertation ultérieure. Et j'ajoute que la loi du 23 mars a prolongé de 4 mois la durée de l'habilitation à légiférer par ordonnance qui était prévue par la loi du 6 août 2019, de manière à ce que cette période d'état d'urgence ne soit pas préjudiciable pour la qualité et la durée de la concertation autour des ordonnances que le législateur avait bien voulu nous autoriser à prendre dans le cadre de la loi du 6 août. Sur les autres aspects qui ont été évoqués, notamment les chiffres demandés par M. Colomba sur le nombre d'agents contaminés. Les premiers éléments que nous avons, et pardonnez ma prudence, mais les premiers éléments que nous avons montrent que dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique territoriale, je ne dispose pas d'éléments pour la fonction publique hospitalière. Il n'y a pas de prévalence particulière du virus chez les agents publics. Par contre, nous ne disposons pas de chiffres consolidés. Nous les avons demandés aux différents ministères pour avoir un premier regard
sur le nombre de personnes concernées dans la fonction publique d'État. C'est une demande qui sera faite aux collectivités territoriales, avec cette particularité que vous connaissez très bien, qui est que les employeurs territoriaux sont au nombre de plus de 48 000, lorsque l'on tient compte de toutes les structures, et que le délai de consolidation est important. Sur la question des équipements, c'est un point qui est important. L'État, pour ce qui concerne la fonction publique d'État, travaille à obtenir et à commander des masques et des équipements de protection en nombre. Nous avons été destinataires de plusieurs livraisons, souvent partagées entre plusieurs ministères, ce qui nous laisse penser que le 11 mai, nous aurons suffisamment d'équipements de protection pour accompagner les agents qui ont besoin d'agents de protection. Et je précise que l'ordre de priorité dans la distribution, dans la délivrance d'équipements de protection, ne sera pas arrêté par nous, mais bien par les instances type DGS, secrétariat général de la Défense et cellule interministérielle, que j'ai évoqué précédemment, le secrétariat général à la Défense et la Sécurité nationale ayant déjà établi une liste de corps ou de cadres d'emploi pouvant être considérés comme prioritaires. Le concours de l'ENA n'est pas reporté à ce stade, puisque les épreuves écrites sont en septembre, et donc nous n'avons pas modifié le calendrier en faisant une forme de pari, en tout cas d'anticipation, que l'on espère vérifier sur la possibilité de tenir ces épreuves. Et les travaux autour du rapport de M. Thiriez ont été suspendus pendant la durée de l'état d'urgence, considérant qu'ils n'étaient pas prioritaires par rapport à d'autres sujets. Je pense qu'ils seront repris lorsqu'on trouvera une forme de normalisation. Et enfin, dernier mot sur les PCA. Je partage ce qui a été dit par les deux rapporteurs. Ça renvoie à ce que je disais sur l'absence de définition légale, juridique des fonctions essentielles. Les PCA sont aujourd'hui organisés ou respectent des jurisprudences qui ont été prises à 4 moments, en 1936, ultérieurement sur les questions de limitation du droit de grève, parce que ça renvoie à la question d'organisation des services. La dernière décision est de 2013. Elle avait été rendue par le Conseil d'État après une procédure initiée par la Fédération Force ouvrière, énergie et mines, et la question du contrôle de la proportionnalité est l'objet d'une jurisprudence qui date de 1961. Et je disais peut-être qu'un des enseignements sera de réfléchir à cela, parce qu'effectivement, Mme Gatel l'a dit, les PCA ont été pensés pour des crises courtes et jamais pour des crises longues. Et on peut imaginer, les élus locaux me l'ont fait remarquer, que l'entretien des espaces verts, des bas-côtés, qui n'est évidemment pas prioritaire lorsqu'on est victime d'une inondation ou d'un incendie, peut devenir prioritaire en termes d'hygiène publique lorsque la crise est durable. Monsieur le ministre, je comprends qu'il soit difficile de dire combien de masques on dispose dans l'ensemble de la fonction publique, mais peut-être pouvez-vous nous indiquer combien de masques ont été donnés aux agents de la direction générale de l'administration et de la fonction publique? La direction générale de l'administration et de la fonction publique compte environ 250 collaborateurs. Oui. Et à ma connaissance, l'État comme employeur n'a, à date, pas distribué de masques à ses agents. Pour une raison très particulière, c'est que seuls sont présents sur site, c'est-à-dire à proximité de Bercy, quelques-uns des cadres supérieurs, je pense au DGAFP lui-même et à son adjoint, et que l'essentiel, pour ne pas dire la totalité de la direction, est en télétravail. Et il se trouve, et ça n'est pas leur faire injure, bien loin s'en faut, que dans leur activité quotidienne, aujourd'hui, mais de manière plus globale, plus générale, ce ne sont pas les agents les plus exposés à une forme de risque. Donc, pour ce qui concerne la DGAFP, c'est un peu moins de 250 agents, la réponse est assez rapide. Mais vous envisagez de leur permettre le retour dans les locaux de leur service, et à ce moment-là, des dispositions seront certainement prises pour qu'ils soient protégés. C'est le 11 mai, c'est pour ça que je m'intéresse à l'employeur direct. J'ai bien compris. Les propositions de plan de déconfinement, le terme est une forme de barbarisme, mais de plan de déconfinement concernant le ministère de l'Action et des Comptes publics et au sein de ce plan, concernant la direction générale de l'administration et de la fonction publique, ont été transmis au chef du gouvernement et à M. Castex hier soir. Et donc nous allons attendre qu'il y ait un examen et que la bonne coordination de l'ensemble soit vérifiée par la cellule animée par Jean Castex et par les services du Premier ministre. Et ensuite, si la DGAFP fait partie des services qui reprennent leur activité de manière normale le 11 mai, les agents de la DGAFP bénéficieront, si on peut dire, en tout cas, seront couverts par les préconisations qui seront faites par les autorités sanitaires, comme l'ensemble des agents de l'État.
Donc vous ne vous prononcez pas sur votre propre souhait vis-à-vis des agents de l'administration Je- placés je- sous votre autorité. Je souhaite que les agents qui sont placés sous mon autorité bénéficient exactement des mêmes dispositions que l'ensemble des agents publics, parce que si la DGAFP et si le ministère de l'Action des comptes publics n'est pas le ministère employeur de tous les agents de la fonction publique d'État, je disais dans mon propos liminaire que notre principal travail était celui de la coordination et de l'harmonisation des pratiques. Et je souhaite évidemment, vous l'imaginez, mais parfois les choses vont sans dire, mais c'est encore mieux en le disant, que l'ensemble des agents publics des trois versants bénéficient des meilleures protections. Je le dis en ajoutant que je ne suis absolument pas qualifié pour déterminer la protection et que je laisse volontiers, par précaution, ce soin-là aux gens qui sont qualifiés d'un point de vue sanitaire. Certainement, mais dans nos responsabilités, il nous arrive de devoir prendre des décisions avec une forme d'incertitude des experts eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont les plus qualifiés ne parviennent pas toujours à nous éclairer sur les bonnes décisions à prendre, parce qu'eux-mêmes ne savent pas tout, le disent, et nous avons du coup à appliquer, en prenant nos responsabilités, le principe de précaution. Il me semble qu'il serait bon d'assurer à l'ensemble des agents publics qui reprendront leur travail les mêmes protections que celles que les employeurs privés sont en train d'organiser pour leurs salariés, et que les masques en font partie. C'est en tout cas un des éléments non seulement matériels mais aussi psychologiques qui devrait favoriser le retour au travail, puisque beaucoup de Français ont des raisons d'être inquiets. Ils ont été confinés, ça veut dire qu'il est dangereux de sortir, et pour que l'on soit rassuré le jour où on peut ressortir, alors que les risques de contamination, malgré le ralentissement de la vitesse de circulation du virus, subsistent à un degré élevé, il y ait des éléments tangibles qui permettent d'apporter cette garantie. Il me semble que c'est tout l'enjeu du déconfinement. Au fond, le déconfinement, ça veut dire que nous voulons et nous devons assurer à nos concitoyens la garantie de la sécurité sanitaire, non plus en restant chez eux, mais tout en allant travailler. Car nous ne pouvons pas laisser la France largement en panne pendant des semaines et des semaines. Il faut donc qu'on invente le dispositif qui apporte le plus haut niveau de sécurité sanitaire possible, rassure chacun des salariés publics et privés de notre pays. Il me semble que les masques en font partie, mais c'est un débat général aujourd'hui au sein de notre démocratie. C'est la raison pour laquelle j'espère qu'on sera en tout cas en mesure de le faire à partir du 11 mai. Le télétravail a des mérites. Je crois que beaucoup d'entre nous, au-delà des seuls fonctionnaires, en font l'expérience. Nos auditions qui se déroulent par visioconférence, c'est aussi quelque chose dont nous n'avions pas l'habitude. Et l'expérience que nous sommes en train de faire nous sera utile bien au-delà de la crise. Mais ces méthodes ne sont pas aussi efficaces que le travail collectif sur les lieux de travail. Et donc, il faut réussir à ce qu'on reprenne le chemin de l'activité avec les garanties nécessaires. C'est pour ça que je me suis permis de vous poser cette question, relayant celle de mes collègues, en espérant que, puisque vous ne pouvez pas répondre immédiatement et que la responsabilité en revient au Premier ministre sur la proposition de M. Castex, que j'espère bien que nous prendrons en compte collectivement cette nécessité matérielle et psychologique de développer le port du masque, y compris d'ailleurs pour les transports qui conduiront au travail. Je partage l'objectif, Monsieur le Président, mais comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de décisions qui seront prises ultérieurement dans le cadre du plan de déconfinement, et évidemment, je ne souhaite pas anticiper ou préempter d'une certaine manière ces décisions-là, qui font l'objet d'arbitrages interministériels. J'ajoute simplement, non pas pour prolonger ce débat, j'ajoute simplement que si à un moment ou à un autre, le port du masque était imposé dans les administrations ou recommandé dans les administrations, ce port de masque ne dispenserait pas l'administration d'autres précautions, comme celles qui concernent les distances entre les bureaux, le respect et la sensibilisation aux gestes et aux consignes barrières, puisque cela a été dit, et je ne fais que répéter, pour le coup, l'avis de savants, beaucoup plus savants que moi en la matière. Le port du masque ne serait pas utile, en tout cas ne serait pas efficace s'il n'était pas accompagné
par le respect de ces préconisations. Mais véritablement, nous tiendrons et nous veillerons à une parfaite diffusion de l'ensemble des consignes, des recommandations et s'il y a lieu, des obligations qui seront édictées par le Premier ministre sur conseil de la CIC et du SGDSN. Je suis totalement d'accord avec vous et je dois dire que une des raisons d'être de ces auditions publiques, c'est aussi de rappeler à longueur de journée qu'il n'y a pas de mesures magiques. Non, ça... Et que c'est la combinaison d'une évolution profonde et assez durable des comportements et de la mise à disposition de moyens matériels et de la réorganisation des lieux de travail, y compris avec le déplacement des tables, des chaises, des postes téléphoniques, qui peuvent seuls permettre de réaliser cet objectif extrêmement ambitieux qui consiste à dire nous allons lutter aussi efficacement contre les contaminations en sortant du confinement que nous n'avons pu lutter contre les contaminations par cette mesure brutale et radicale qui, par sa radicalité même, a entraîné une suspension d'une grande partie de l'activité nationale. Et donc, ça serait important qu'on entende bien ce discours très réaliste qui consiste à dire qu'entre le 10 et le 11 mai, on ne va pas passer de la nuit au jour soudainement, que le but même du déconfinement, c'est la reprise de l'activité, mais que celle-ci n'est possible que si les garanties maximales sont apportées aux Français, non seulement pour qu'ils soient rassurés, ce qui est déjà important, mais pour que leur protection contre l'épidémie soit effective et de très haut niveau. C'est, je crois, le travail que nous faisons les uns et les autres dans le milieu dans lequel nous sommes plongés. Et vous avez à cet égard une responsabilité éminente qui est une des raisons pour lesquelles nous souhaitions vous auditionner. Je vais donner la parole à mes collègues qui la demandent. Je vais les mentionner tous les 5 pour qu'ils se préparent à tour de rôle, de sorte qu'il n'y ait pas trop de délai entre les prises de parole, parce qu'ils sont tous reliés à nous par visioconférence. Le premier est Monsieur le Président Thani Mohamed Soili. Le second est Monsieur Alain Richard. Le troisième est Monsieur Alain Marc. Le troisième est Monsieur Mathieu Darnaud, que vous avez des raisons de bien connaître et qui, lui, a pu rester en Ardèche, à la différence des contraintes qui vous sont imposées. Et enfin, Madame Catherine Di Folco. Alors, Monsieur Thani Mohamed Soili, tout d'abord. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'ai une question dont la réponse peut sembler aller d'elle-même, mais je la pose quand même parce que plusieurs agents de la fonction publique me saisissent de cette question. Il s'agit d'agents qui se trouvent coincés, si vous me permettez l'expression, dans l'Hexagone, ou en tout cas en dehors de leur département ou territoire d'outre-mer, et qui, en plus de l'angoisse de l'éloignement, craignent pour leur métier. Donc j'ai beau les rassurer en leur disant nous sommes dans une situation quand même exceptionnelle de force majeure et ils ne craignent rien, mais rien n'y fait. Est-ce que vous pouvez les rassurer, Monsieur le Ministre, et notamment les assurer qu'ils ne craignent aucun licenciement ou décision disciplinaire du fait de cet éloignement forcé, d'autant plus que les vols vers et à partir des territoires d'outre-mer sont suspendus. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur Alain Richard. Je pense que je suis... Le son passe? Vous m'entendez? Oui. Bien, bonjour. Deux demandes plutôt que des questions au ministre, puisque nous sommes maintenant vraiment dans un calendrier assez proche de la remise en route de certains services, y compris en présentiel. Et donc, les questions sont maintenant assez intenses de la part des collègues élus locaux.
Donc, est-ce que vous avez la possibilité, avec l'aide éventuellement d'autres ministères, de nous sortir des guides métiers de bonnes pratiques ou de précautions pour la remise en activité de personnels qui seront exposés? Je pense déjà, bien sûr, à la restauration collective, puisque là, la date est connue, mais il y aura les crèches, il y aura évidemment tous les gens qui travaillent sur la voie publique. Donc, est-ce que nous pourrions bénéficier, est-ce que vous pourriez faire circuler un certain nombre de fiches, de conseils ou de recommandations aux collègues pour que ça se mette en route efficacement? Et puis, un peu le revers de cette médaille, on peut s'inquiéter, on peut se préoccuper de ce que certains agents soient tentés d'exercer un peu à leur initiative individuelle des demandes de droit de retrait. Et donc, est-ce que là aussi, nous pourrions avoir une forme de soutien en conseil des collègues employeurs pour ne pas se retrouver avec des demandes, disons, un peu dispersées de droit de retrait? Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Monsieur Alain Marc. Madame la Présidente, voilà, vous me voyez là? Cher collègue, je constate que nous sommes de plus en plus à l'aise avec les nouvelles technologies, mais néanmoins, on vous entend sans vous voir, car votre caméra n'est pas ouverte. Et la voici, et nous vous apercevons, même nous vous voyons, et nous vous écoutons. Donc, Monsieur le ministre, vous avez, et c'est normal, le gouvernement a privilégié la fonction publique hospitalière les soignants étaient en première ligne. Mais aujourd'hui, nous remontent, comme le disait mon prédécesseur Alain Richard, beaucoup de questions de la part des élus locaux, en prévision du déconfinement, mais aussi pour ceux qui assurent, notamment les présidents d'interco, le ramassage des ordures, se pose la fameuse question des masques. Alors moi, j'ai eu une rupture des réseaux, je ne sais trop si cette question-là a été posée, mais lorsque nous avons des réunions quasi hebdomadaires avec les préfets, nous nous apercevons d'une chose, c'est que les collègues maires, par l'intermédiaire souvent de l'association départementale des maires, ceci et les maires. Chers collègues, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, attendez, chers collègues, le son a été interrompu plusieurs fois. La liaison n'est pas fameuse. Pourriez-vous maintenant faire le contraire de ce que je vous ai demandé tout à l'heure et couper votre caméra? Peut-être que si on est relié avec seulement le son, ça fonctionnera mieux. Merci beaucoup. Pouvez-vous reprendre? D'accord. Oui, c'est mieux. Oui, je disais que nous avons un vrai problème de logistique puisque les élus locaux nous demandent comment se procurer des masques. Ils ont essayé de le faire par l'intermédiaire des associations départementales des maires. Les masques commandés n'arrivent, qui sont des masques chirurgicaux et qu'il faut changer toutes les 4 heures, arrivent au compte-gouttes dans les départements parce que peut-être ont-ils été réquisitionnés ou alors y a-t-il des problèmes de logistique. On nous assure par ailleurs que des masques alternatifs suffiraient. Le problème que nous avons, c'est vraiment un problème de logistique. Qui prend l'initiative dans les départements ou au niveau national d'assurer cette logistique-là? On a l'impression que c'est un petit peu la débrouille pour chacune de nos collectivités locales, et même si les associations départementales des maires essayent d'organiser la chose, les collègues sont vraiment avec une vision qui n'est pas très assurée pour l'avenir et le déconfinement pour assumer la sécurité de leurs agents. Voilà, Président. Je vous remercie beaucoup, chers collègues. On a parfaitement entendu la fin de votre question. Nous passons maintenant de l'Aveyron à l'Ardèche. C'est Monsieur Darnaud qui va vous poser une ou plusieurs questions. Chers collègues, vous avez la parole. Il vous reste à brancher votre micro. Monsieur Darnaud, m'entendez-vous? Ce n'est pas certain. On pourrait même supposer le contraire. Je vais
faire une autre tentative plus tard avec Monsieur Darnaud, mais peut-être pourrait-il nous transmettre par écrit sa question et je la lirai pour le ministre si nous n'arrivons pas à rétablir la liaison. Je donne maintenant la parole à Madame Catherine Di Folco. Madame Di Folco. Madame Di Folco, vous avez la parole. Eh bien, ça ne fonctionne pas non plus. Je vais faire une tentative maintenant avec Monsieur Jacques Bigot. Monsieur Bigot, vous avez la parole. Très bien, je vous remercie. Alors, Monsieur le Ministre, avec un peu de chance, nos collègues vont peut-être revenir vers nous. Je vais en profiter pour compléter par deux questions, celles qui vous ont déjà été posées, et Madame Gatel vous posera également une question supplémentaire. La question que je voudrais vous poser, c'est celle de la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle, de l'infection d'un fonctionnaire par le Covid-19 lorsqu'il a été exposé au risque de contamination. Je pense notamment aux responsables et agents des forces de sécurité. Il peut y avoir aussi des agents qui sont au contact de la population et qui sont exposés à ce danger. Le ministre de l'Intérieur nous a dit avoir fait une demande. Qu'en est-il de la réponse apportée par les services compétents à cette demande? Une question plus complexe sur les risques de poursuites pénales auxquels s'exposent les employeurs publics, à commencer par les maires, quand sont contestées les mesures d'organisation qu'ils prennent. L'ouverture des écoles communales, comme leur nom l'indique, c'est une responsabilité très importante pour le maire, par exemple. Peut-on faire en sorte que, tout en préservant les règles générales de la responsabilité, on n'impute pas aux élus, aux chefs de service qui vont être rouverts à la population, des responsabilités personnelles qui en réalité les dépassent. Voilà les deux questions que je voulais vous poser, et je donne la parole à Madame Gatel qui veut aussi soulever une autre question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question complète celle que le Président Bas a posée tout à l'heure sur la reconnaissance de maladies professionnelles. Donc cela a été évoqué pour un certain nombre de professions. La question a été aussi posée pour les policiers et les pompiers. Qu'en est-il et qu'en sera-t-il donc effectivement pour les autres agents en contact du public, sachant qu'on parle, je crois, de rétroactivité de déclenchement de la maladie. Donc comment déclara-t-on qu'il s'agit là d'une maladie professionnelle? Est-ce qu'il va y avoir une identification du lieu de contamination? Est-ce que c'est vraiment sur le lieu professionnel ou pas? Et y aura-t-il un fonds spécifique pour indemniser ces maladies professionnelles? Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je vous donne la parole, et puis après vos réponses, j'essaierai de nouveau de la donner à mes collègues. D'abord, sur la question de la responsabilité, soit des employeurs pour l'accueil des agents, soit des élus que vous avez cités, Monsieur le Président, concernant l'ouverture de lieux qui accueillent du public. Le principe que nous retenons est extrêmement simple. Il consiste à considérer que dès lors
qu'un employeur pour ce qui concerne l'accueil des agents ou un élu pour l'accueil du public respecte et veille au bon respect des préconisations sanitaires et des règles de sécurité qui sont édictées par les différentes autorités, la responsabilité ne peut être engagée à l'encontre de cet employeur ou de cet élu, à condition, je répète, que les préconisations soient respectées. D'ailleurs, cela fait le lien avec les jurisprudences que j'évoquais sur les plans de continuité d'activité et cette capacité d'organisation, ce pouvoir d'organisation donné au chef de service, qui s'accompagne toujours, comme un corollaire, de la nécessité pour lui de veiller au respect de la protection et de la mise en œuvre des règles sanitaires et de sécurité. Donc c'est vraiment la vérification des règles, du respect des règles édictées qui conditionne l'ouverture, en tout cas la recherche ou non, de la responsabilité de tel ou tel acteur local ou de tel ou tel employeur. Sur la maladie professionnelle, le ministre des Solidarités et de la Santé s'y est engagé. Les soignants, quel que soit leur statut, quelles que soient leurs conditions d'emploi, verront le Covid-19 reconnu comme une maladie professionnelle. Je crois comprendre, et j'utilise volontairement cette formule prudente, je crois comprendre qu'il est impossible de savoir exactement dans quelles conditions une personne a été infectée par un virus, puisque si celui-ci est certainement traçable, le moment de la contamination et le lieu de la contamination doivent l'être plus difficilement. Mais l'engagement a été pris, partant du principe. Si vous le permettez, Monsieur le Ministre, oui, justement, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à se poser ce genre de questions. Une fois qu'on a reconnu le caractère de maladie professionnelle, l'imputabilité au service est présumée. Et c'est ce dont ont besoin policiers et gendarmes qui sont à longueur de journée au contact de la population, c'est de ne pas avoir justement à démontrer que c'est dans l'exercice de leurs fonctions qu'ils ont contracté le virus. Et donc, bien entendu, je comprends qu'une telle décision ne peut se prendre dans l'improvisation, mais il est certain qu'elle serait juste pour tous ceux qui ont été régulièrement en contact de très nombreux concitoyens à l'occasion de contrôles. C'est exactement à ce point-là que je voulais en venir sur la présomption d'imputabilité. Et donc le ministre de la Santé et des Solidarités s'est engagé, et avec lui le gouvernement, à ce que ce soit le cas pour les soignants. Il y a des demandes qui sont formulées par ailleurs. Vous avez évoqué la demande portée par le ministre de l'Intérieur concernant la police. Les organisations syndicales font des demandes qui peuvent parfois être très larges, puisque certaines d'entre elles demandent une reconnaissance du caractère de maladie professionnelle pour la totalité des 5 500 000 agents publics. Nous sommes en train d'instruire ces demandes et les décisions n'ont pas été rendues. Je précise que la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle s'accompagne non seulement d'un caractère rétroactif, de la suppression, quelle que soit la date, de l'application des dispositifs de jours de carence. Ils sont actuellement suspendus depuis le 23 mars, mais ça serait rétroactif pour les personnes ainsi reconnues. Cela s'accompagne de protections particulières, notamment le fait que les agents ainsi concernés, s'ils devaient être absents de leur lieu de travail plus de 90 jours, ne seraient pas assujettis au passage à demi-traitement. Et en cas de séquelles, comme en cas malheureusement de décès, la personne victime de séquelles ou les ayants droit d'un agent décédé du fait d'une maladie professionnelle sont accompagnés par des dispositifs d'indemnisation particuliers. Ce sont là je n'ose pas dire les avantages, mais les caractéristiques de la maladie professionnelle. Nous travaillons actuellement avec le ministère des Solidarités et de la Santé sur les meilleures voies, les meilleurs moyens à mettre en œuvre. Dans un premier temps pour l'engagement qui a été pris, et dans un second temps, si nous devions prendre des décisions concernant d'autres corps, cela s'appliquerait aussi. Et l'hypothèse de création d'un fonds d'indemnisation est une hypothèse qui est aujourd'hui travaillée, mais qui n'a pas fait l'objet de décision. Merci, Monsieur le Ministre, de cette réponse très précise. Alors, la question de la responsabilité. J'évoquais, Monsieur le Président, au tout début de mon propos, la responsabilité d'un employeur ou d'un élu ouvrant un bâtiment public ne saurait être engagée, ne saurait être recherchée peut-être, mais engagée certainement pas, si dans l'exercice de ses fonctions, il respecte l'ensemble des préconisations et des règles édictées pour justement assurer la protection et la sécurité. Oui, mais ça laisse une marge d'appréciation. Je me demande s'il ne faudrait pas préciser un peu les choses. C'est peut-être l'objet de réflexion. Si vous étiez prêt à y réfléchir, je crois que ce serait Ce sont des choses qui peuvent être effectivement étudiées et débattues. Oui. Nous explorons parfois avec cette crise des champs du droit qui ne l'étaient pas. Je vous remercie.
nous allons faire une tentative de donner la parole à Monsieur Mathieu Darnaud. Il y a une image, un sol de ciment peut-être. C'est prometteur. Monsieur Darnaud, vous nous entendez? Oui, Monsieur le Président. Très bien. On vous entend parfaitement, on reconnaît votre voix même. Et on vous voit maintenant. Ça va. Le progrès technique vous a rejoint depuis hier et je m'en réjouis beaucoup. Je m'en réjouis aussi pour les habitants de l'Ardèche. Je me dis que si leur sénateur est mieux servi, c'est qu'eux-mêmes le sont aussi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ma question porte essentiellement sur l'organisation de l'État territorial. Cette crise a mis en évidence la nécessité, face à l'action et l'engagement des collectivités territoriales, d'avoir un État territorial qui puisse être le plus réactif possible. C'est le cas aujourd'hui avec notamment sous l'égide et la responsabilité des préfets de département, mais aussi avec les sous-préfets et l'ensemble des services déconcentrés de l'État. Pour autant, on sent bien qu'il faudra, au sortir de la crise, déjà aujourd'hui avec certaines problématiques sanitaires, mais aussi économiques, mais plus encore peut-être demain, que cet État territorial puisse avoir tous les moyens requis pour être le plus réactif possible. Ma question est très simple. Envisagez-vous, ou l'État, le gouvernement, envisage-t-il de pouvoir donner, ne serait-ce que dans un temps encadré, des responsabilités en termes de coordination de l'ensemble des services de l'État sous la responsabilité des préfets de département et des sous-préfets? Je fais en cela écho à la question que posait ma collègue Françoise Gatel, la rapporteure Françoise Gatel, quand elle parlait de task force, mais je crois que c'est aujourd'hui essentiel parce que les collectivités attendent ce juste complément de la part de l'État et on mesure vraiment aujourd'hui l'importance de cet État territorial. Ça, c'est ma première question. Et en découlent certains sujets, notamment par rapport à des sujets que vous évoquiez sur certains services et le fonctionnement de certains services. S'agissant notamment de la relance, il sera important que les services comme les DDT puissent être à la manœuvre. Alors si les collectivités aujourd'hui ont la circulaire du ministre de Normandie qui permet aux maires de signer encore des permis, il apparaît que dans certains services, certains territoires, des directions comme la DDT ont plus de mal, notamment pour des communes qui sont au RNU. Et je crois que c'est une question qui sera fondamentale si on veut que l'État soit au rendez-vous de cette reprise pour ne pas pénaliser ou alourdir la reprise, notamment en matière de construction de bâtiments. Et puis, dernier point, je ne veux pas revenir sur la question des masques, elle a été largement abordée, ni même anticipée sur le plan Castex. Pour autant, je crois que mes collègues ont fait état de nombreuses remontées auprès des élus locaux, des maires. Il est de certains services, comme notamment les services de petite enfance, services qui nourrissent beaucoup d'anxiété par rapport à la reprise, à la rentrée, au déconfinement, notamment parce qu'il est difficile d'imaginer que les plus jeunes d'entre nous puissent observer ces fameux gestes barrières, pour ne citer que ça. Et c'est pourquoi, sans encore une fois préjuger de ce que sera ce plan Castex, nous appelons vraiment de nos voeux que soient priorisés ces services-là pour qu'ils puissent reprendre, notamment sous l'égide des collectivités territoriales, leurs services dans de bonnes conditions. Voilà. Merci beaucoup, cher collègue. Madame Di Folco. Oui, bonjour Monsieur le Président, vous m'entendez cette fois-ci? Bonjour, cher collègue, parfaitement. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre. Donc tout à l'heure, je commençais une question sur une problématique posée par des élus locaux concernant la désinfection des locaux scolaires, préscolaires, puisque l'école va recommencer le 11 mai. Ceux-ci se posent des questions puisque ce sont leurs agents communaux qui exercent cette mission. Il faudrait assez rapidement faire un protocole sanitaire à ce sujet-là. Se pose la question de savoir s'il faut faire désinfecter par une entreprise spécialisée ou pas.
Première question. Deuxième question, j'aborde peut-être la solidarité entre les versants de la fonction publique. Certains employeurs territoriaux souhaitent mettre des agents à disposition des hôpitaux pour les aider pour faire face à cette crise. Et cette mise à disposition est payante, ce qui n'est pas le cas lorsque les agents exercent pour un État étranger. Donc, êtes-vous disposé à rendre gratuites ces mises à disposition qui sont, comme je l'ai dit, dans le domaine de la solidarité? Et je voudrais aborder le sujet des personnels en situation de handicap. Y a-t-il des mesures qui ont été prises pour permettre à ces agents de poursuivre leurs fonctions pendant cette période de crise sanitaire? Je reviendrai rapidement sur les décrets de transformation de la fonction publique qui n'ont pas encore été pris, notamment celui qui permettrait l'expérimentation jusqu'en 2024 de la titularisation des agents en situation de handicap. Il faudrait quand même le faire assez rapidement puisque l'échéance est assez courte, 2024. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, chers collègues. Et enfin, Monsieur Jacques Bigot. Oui, je vais essayer de me brancher. Je ne sais pas si c'est possible. Nous ne vous entendons plus. Vous avez coupé votre micro. Oui, non. Allez-y, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous me voyez, mais ça n'a pas... Nous vous entendons. J'ai une question. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question, Monsieur le Président, à Monsieur le Secrétaire d'État que je salue, qui ne vous étonnera pas. Tout à l'heure, Mathieu Darnaud parlait de l'État territorialisé, de travail avec les collectivités locales, etc. Et moi, je constate que, à l'inverse, la question qui me taraude, c'est dans un service public qui est purement régalien, on a le sentiment que le service public ne fonctionne pas. C'est la question que j'avais posée à Mme Belloubet lorsque nous l'avons auditionnée. Elle nous avait expliqué qu'il y avait eu d'abord un plan d'urgence, effectivement, qui fermait les tribunaux. Il y a plein de remontées de la part du Conseil national des barreaux, des bâtonniers, de justiciables, etc., qui viennent dire, mais le service public de la justice peut-il fonctionner? Et en fait, on est dans un domaine dans lequel c'est l'État central qui doit décider. Or, les réponses qu'on nous fait la chancellerie, c'est de dire que les tribunaux doivent s'organiser. Et dans les tribunaux, et nous avons auditionné l'autre jour avec François-Noël Buffet et Patrick Caner, nous avons auditionné la conférence des présidents de juridiction qui nous disaient les difficultés parce que notamment, faire travailler les greffes n'est pas évident du tout. C'est-à-dire qu'il y a une fonction publique qui a l'air d'être moins sollicitée qu'une autre fonction publique. Je vois celle des perceptions, des trésoreries, etc., parce qu'il faut faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Elles, on demande qu'elles fonctionnent. On demande aux gens qui ne peuvent pas travailler en télétravail de venir travailler dans le bureau. Mais pour la justice, ce n'est manifestement pas possible. Ne parlons pas des grèves des prud'hommes qui sont complètement fermées et où rien ne fonctionne. Et je vais essayer de régler un jour ma caméra pour qu'elle ne prenne pas le fond de mon bureau, mais qu'elle prenne ma tête. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre, de pouvoir soit répondre, soit au moins relayer, vous occupez de la fonction publique, d'État. Il ne peut pas y avoir de différence entre les fonctions publiques. Merci. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre aux questions dans l'ordre dans lequel elles ont été posées, pour dire à Monsieur le Président Soili que pour les agents originaires d'un département ou d'un territoire d'outre-mer qui seraient bloqués en métropole et ne pourraient regagner leur lieu d'affectation, comme d'ailleurs pour les agents qui sont affectés en métropole et qui sont bloqués dans des territoires d'outre-mer, dès lors qu'il n'y a pas de moyens techniques de retour, ils sont placés en autorisation spéciale d'absence, donc avec un régime protecteur, ce que nous avons évoqué au début du propos. Et la question peut aussi être posée d'ailleurs pour des agents qui relèvent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou de services à l'étranger des autres ministères qui rencontrent les mêmes difficultés. Et j'ajoute, pour compléter, que nous avons des échanges réguliers avec les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisque le mouvement protocolaire doit intervenir bientôt et que celui-ci est aussi assujetti à la possibilité pour les agents concernés de voyager d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, dès lors qu'il n'y a pas de moyens techniques de retour et de transport, c'est la solution de l'autorisation spéciale d'absence qui est retenue. Je souhaite aussi dire au ministre Alain Richard que pour ce qui concerne les guides métiers, les documents questions-réponses et les recommandations, nous mettrons tout en œuvre pour en publier, en lien évidemment
pour ce qui concerne la FPT, avec mes collègues Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu, de la même manière d'ailleurs que nous avons systématiquement rendu public, au-delà des communications aux différents réseaux d'acteurs concernés, toutes les recommandations et tous les documents questions-réponses qui ont été publiés ou édités par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Nous l'avons fait parfois sur des sujets très internes à l'État, mais qui pouvaient avoir une vertu pédagogique ou d'illustration, d'exemple pour les autres versants de la fonction publique. Et sur la question particulière du droit de retrait et de la manière dont celui-ci peut être évoqué par un agent public, mis en œuvre, une fiche est d'ores et déjà publiée. Et je ne sais pas si Alain Richard a pu se connecter à nouveau à la visioconférence. Si c'est le cas, il saura que mon cabinet va la lui transmettre très rapidement. Si ce n'est pas le cas, il le découvrira lorsque ça sera transmis. Mais elle est publiée, elle est en ligne. Je précise d'ailleurs, parce que c'est intéressant, je crois, pour les élus locaux qui nous écoutent ou auprès de qui ça pourrait être relayé, que la Fédération nationale des centres de gestion a mis en œuvre un recueil des documents utiles et des informations utiles. L'AMF l'a fait aussi, avec une page dédiée sur son site internet qui est particulièrement ergonomique à destination des élus locaux, et un grand nombre, pour ne pas dire tous les documents de la DGFP qui peuvent concerner la FPT sont sur ce site en question, puisqu'ils ont aussi collecté et mis en ligne des documents qui émanaient de nos services, ce qui est très bien. Pour ce qui concerne les questions posées par le sénateur Marc, il y a une volonté qui est évidemment de laisser les élus s'organiser. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé devant vous sur ce qui avait pu être perçu à un moment ou à un autre comme une forme de concurrence entre l'État et les collectivités, pour dire qu'il ne souhaitait évidemment aucune guerre, aucun conflit entre l'État et les collectivités sur la question des masques. Il y a des discussions actuellement entre le ministère de la Cohésion des Territoires et les associations d'élus, l'AMF notamment, pour organiser et accompagner l'acquisition et donc la possibilité de disposer d'équipements. Et nous avons mis en place une plateforme internet qui s'appelle Stop Covid. C'est à l'initiative de ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui sert aussi de mise en relation entre des acheteurs, publics en particulier, et des fournisseurs de masques, avec la particularité de mettre en relation les acheteurs avec des fournisseurs dont le matériel a été certifié, homologué, vérifié par les services du ministère de l'Économie et des Finances, ce qui me permet de dire que lorsqu'on évoque les masques alternatifs ou les masques grand public, nous aurons aussi l'occasion, le ministère de l'Économie et des Finances le fera, de préciser ce que cela signifie. C'est la volonté du gouvernement et de ce ministère en particulier, et de pouvoir garantir, certifier un niveau d'efficacité en termes de filtration des particules, des masques que l'on qualifierait d'alternatifs ou de grand public. Et cela porte à la fois sur la taille, entre 1 et 3 microns des particules filtrées, sur le pourcentage des particules filtrées. Et la plateforme Stop Covid répertorie des vendeurs, des producteurs qui respectent ces préconisations. Dire au sénateur Mathieu Darnaud, que je salue et que j'envie quelque peu d'être en Ardèche après quelques semaines de confinement à Bercy, que je ne reviens pas sur la question des masques, mais que sur la question précise qu'il a posée des personnels de petite enfance, la doctrine que le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale a commencé à élaborer et qui a fait l'objet d'une fiche diffusée début avril. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais c'est soit le 7, soit le 11 avril, précise que pour la fonction publique territoriale, les personnels d'accueil de la petite enfance seraient dans les publics considérés comme prioritaires pour être équipés de masques. Je le dis, et au risque d'être très répétitif sur ce point, sous réserve d'évolution de la doctrine à l'initiative des autorités sanitaires auxquelles je me suis plusieurs fois référé, et je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'organisation territoriale de l'État, puisque la question de Mathieu Darnaud m'a rappelé que je n'avais pas répondu à ce point dans les interrogations de Françoise Gatel. Catherine Di Folco a évoqué la question de la désinfection des locaux scolaires et périscolaires, et je ne sais pas répondre à cette question, donc si elle ne m'en veut pas trop, et en tout cas si elle m'en pardonne, je chercherai les éléments pour les transmettre, et je vous les transmettrai aussi, Monsieur le Président, car je ne souhaite pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas. Sur la question des conventions de mise à disposition, effectivement, le droit actuel prévoit que cette convention est payante. Cela peut être pour une somme tout à fait résiduelle, ce qui est une manière d'apporter une première réponse très très pragmatique, mais évidemment que dans la période de crise que nous traversons, nous sommes tout à fait ouverts à ce que ces conventions de mise à disposition
puisse être gratuite si la volonté des élus est d'accompagner un service public de l'État, notamment hospitalier, dans les difficultés qu'il traverse. Je sais que bon nombre d'élus ont proposé de mettre à disposition des cuisiniers, notamment pour renforcer les équipes des établissements hospitaliers. Pour lui répondre très précisément sur la question des personnels en situation de handicap. Souvent, et malheureusement, mais souvent, les personnels en situation de handicap étaient par ailleurs concernés par la liste des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique, ce qui a amené les autorités et les employeurs à les écarter des collectifs de travail pour privilégier le télétravail ou le placement d'autorisation spéciale d'absence. Il arrive aussi, bien évidemment, que des formes de handicap soient beaucoup plus légères et que les agents aient été accompagnés et fait l'objet d'instructions tout à fait identiques à celles des autres agents. Les choses ont véritablement été adaptées. Madame Di Folco m'a interrogé sur les décrets d'application de la loi de transformation de la fonction publique en matière de handicap. Je peux lui préciser que les décrets d'application des articles 91 et 92 ont été vus par les instances de dialogue social, qu'ils ont été transmis au Conseil d'État et que j'espère qu'ils pourront être bientôt publiés. Et je saisis l'occasion pour appeler son attention sur un point, parce que je connais son intérêt et le vôtre, Monsieur le Président, nous en avions beaucoup parlé pendant l'examen de la loi. Je pense que nous aurons aussi à prendre des dispositions pour que les périodes préparatoires au reclassement, qui sont des périodes de maintien dans l'emploi pour des agents connaissant une forme de handicap et pouvant être déclarés inaptes, gagneront pour la période d'état d'urgence à être prorogées. En tout cas, veiller à ce que cette période de confinement ne vienne pas en diminuer et donc amputer d'une partie les 12 mois maximum qui sont prévus pour la période préparatoire de reclassement. Ça serait extrêmement dommageable pour toutes celles et ceux dont on travaille au maintien dans l'emploi. Enfin, je termine par 2 points pour dire au sénateur Bigot que je sais les difficultés qui ont été rencontrées par ma collègue et que je sais que la mise en œuvre du télétravail dans les services du ministère de la Justice n'a pas été simple, notamment pour des questions d'équipement en matériel portable. Je ne sais répondre plus précisément, mais comme le sénateur m'invitait à répondre ou à relayer, je saisis la perche qui m'est tendue pour lui indiquer que je relayerai évidemment ses préoccupations auprès de la garde des Sceaux. Enfin, je termine par la question de l'organisation territoriale de l'État. Et je le fais en faisant le plus grand effort pour être succinct, car c'est un sujet qui me passionne. La crise met à jour un certain nombre de points d'amélioration possibles, voire de difficultés. Et vous avez évoqué, Madame la rapporteure et Monsieur le sénateur Darnaud, une forme de fragmentation de l'action de l'État dans les territoires. Et je ne peux m'empêcher de prononcer ce mot barbare d'agenciérisation, puisque c'est un phénomène, ou en tout cas un process qui a prévalu depuis maintenant longtemps, et l'exemple type, si l'on peut dire, dans la période étant celui des ARS. Cela renvoie aussi à ce qu'on appelle l'État et la définition de l'État. Et nous avons toutes et tous en tête que lorsqu'on parle de réforme de l'organisation de l'État dans les territoires, c'est d'ailleurs l'acronyme presque d'une des réformes qui a été menée, je pense à l'AREAT, les périmètres ne sont jamais ceux que l'on imagine de manière intuitive. Ainsi, les services de l'éducation nationale, les services du ministère de l'Action des comptes publics et la DGFiP en particulier, ne relèvent pas du périmètre de l'administration territoriale de l'État qui est sous l'autorité des préfets, ce qui peut amener parfois des coordinations ou des relations interpersonnelles un peu particulières entre les préfets, les représentants des finances publiques et les représentants des ministères de l'Éducation nationale. Cette crise va être riche d'enseignements en la matière. Je rêverais, le mot est fort, mais j'aurais beaucoup de plaisir à participer avec vous, après la crise, à des débats sur justement les limites ou l'opportunité de l'agenciérisation, ce que j'ose parfois appeler la réunification de l'action de l'État dans les territoires, puisque c'est peut-être aussi comme cela qu'on peut répondre à ce besoin de coordination, et sur les questions de déconcentration, tout en faisant valoir que cette crise, sans que ce soit prévisible évidemment, vient peut-être souligner l'opportunité qu'il y avait à prendre les décrets que nous avons pris au cours des 6 derniers mois en matière de déconcentration des décisions, puisque nous avons veillé à ce que 90% des décisions individuelles soient déconcentrées à un niveau départemental et à ce que 90 à 95% des décisions en matière de ressources humaines dans les services soient aussi déconcentrées, à la fois par des décrets de déconcentration, mais aussi dans le cadre de la loi TFP, par exemple, la révision des compétences des commissions administratives paritaires en matière de mobilité ou de promotion, qui d'une certaine manière renvoie à une plus grande responsabilité des chefs de service à un niveau local et qui donc
sont une forme de déconcentration des décisions jusqu'alors prises sur avis ou dans le cadre de CAP national ou régional. C'est un sentiment personnel, vous l'avez compris, puisque je ne répéterai pas qu'il est encore trop tôt pour nous pour parler de l'après et de la manière dont on accompagnera les choses, mais je pense que nous avons un champ assez vaste à explorer et certainement passionnant à la fois pour le Sénat, l'Assemblée nationale et pour les membres du gouvernement, tout ça, ceux qui s'intéressent à l'action publique. Ministre, de ces réponses très complètes. Je vais m'assurer que Madame Gatel n'a pas d'autres questions à vous poser. Allez-y, Madame Gatel. Une conviction personnelle. Je pense, enfin je souhaite en tout cas que cette crise permette d'ouvrir effectivement des champs des possibles, parce que la particularité de cette crise, contrairement à d'autres, c'est qu'elle n'est pas uniforme et linéaire dans sa gestion. Elle est longue, elle est surprenante, et elle connaît des phases extrêmement différentes pour lesquelles à chaque fois il convient que toutes les organisations s'adaptent, et ça n'est pas forcément dans notre culture. Nous sommes plus sécurisés quand nous pouvons prévoir et appliquer un principe de précaution. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre, souhaitez-vous réagir à ce que vient de dire Madame Gatel? C'est une conviction qu'elle a partagée. Que je la partage ou non n'a finalement que peu d'importance. Il se trouve que je la partage plutôt. Donc, et c'est vrai que cette crise nous permet encore de, vous l'avez dit, Monsieur le Président, de prendre des décisions dans l'incertitude, mais c'est le propre aussi des politiques d'assumer la responsabilité et l'incertitude qui nous accompagnent parfois. Je pense vraiment que lorsque nous serons sortis de l'urgence et que nous aurons le temps de réfléchir posément à ce que nous avons vécu et à ce que nous vivons, notamment sur l'organisation de l'État, sur l'action publique, mais aussi sur la manière dont les décisions sont prises et la manière dont le dialogue social s'organise pour la fonction publique, ça peut être riche d'enseignements. Et peut-être même, certainement, que les enseignements que nous pourrions tirer ensemble en cette fin d'après-midi seront encore différents lorsque nous aurons vécu la fin de la crise et notamment la période de déconfinement que nous avons beaucoup évoquée. Monsieur le ministre, il me reste donc à vous remercier d'avoir participé à cette audition en vous disant qu'une fois de plus, nous avons apprécié la précision de vos réponses et la maîtrise que vous avez de vos dossiers qui méritent d'être relevés et salués. La séance est levée. Merci beaucoup.